Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. On vous donne la parole chaque jour dans Si on parlait, du mardi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15 notamment. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler de la polémique du moment avec un projet d'interdiction de la randonnée sur certains secteurs de Chartreuse pour laisser la place aux chasseurs. On va découvrir les châteaux forts du Dauphiné, comme ils existaient au temps de leur construction, et on se penchera sur les tendances déco du moment pour aménager au mieux son intérieur. Bienvenue à tous. Éric Tassé, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Château fort du Dauphiné, une centaine d'édifices que vous avez reconstitués grâce à vos talents de dessinateur et un peu d'imagination. On verra ça dans quelques instants. À côté de vous, quelqu'un qui ne manque pas non plus d'imagination, Karine Mastro Donato, bonjour. Bonjour Thibault. Bienvenue, designer d'intérieur. Vous êtes basé à Mélan et vous allez nous livrer les tendances du moment en matière d'aménagement et de décoration. En face de vous, avant de parler d'intérieur, on va aller plutôt vers l'extérieur avec deux invités, Vincent Martin et Pauline Di Nicolantonio. Je l'ai bien prononcé, Pauline ? Tout à fait. Bonjour, bienvenue à tous les deux. Pauline, vous êtes présidente de l'AJAS, qui est l'Association de Justice Animaux Savoie. Et Vincent, vous êtes membre du collectif Chartreuse, un collectif qui a lancé début septembre un pavé dans la mare, une pétition en ligne pour dénoncer une situation qui pourrait porter atteinte à la liberté de randonnée en montagne, notamment près de Grenoble, dans le massif de la Chartreuse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine de cette pétition ? Alors oui, effectivement, l'origine de cette pétition, elle est partie du fait que durant le mois d'août, un certain nombre de randonneurs se sont rendus compte qu'il y avait eu de nombreux panneaux de propriété privée qui avaient été ajoutés au sein de la réserve, donc par un des propriétaires privés de cette réserve, des Hauts-de-Chartreuse. Et dans le but vraiment d'interdire l'accès pour les randonneurs, mais aussi pour les personnes qui peuvent avoir envie de faire de l'escalade ou d'autres sports. Et donc, c'est vrai que c'est une réserve pour les personnes qui sont proches de Grenoble ou même qui habitent un peu plus loin. Ils ont l'habitude de la fréquenter avec des... c'est une réserve qui est vraiment exceptionnelle au niveau biodiversité, au niveau de la faune, de la flore. Et donc, nous, ça nous paraissait aberrant d'interdire l'accès à cette réserve, alors que le but quand même d'une réserve, c'est de préserver l'environnement, mais aussi de permettre aux personnes de le découvrir et de les sensibiliser aussi à préserver cet environnement. Alors, elle fait 4400 hectares, cette réserve, on la voit, les Grenoblois la connaissent bien, puisqu'elle s'étend de la dent de Crawl, côté Isère, jusqu'au Mont Granier, côté Savoie, avec tous ces hauts plateaux qui sont effectivement un terrain idéal pour la randonnée. L'objectif de votre démarche, ces images qu'on voit finalement, ces territoires appartiennent pour la plupart à des propriétaires privés. Oui, alors là, c'est une partie de la réserve. Donc, c'est un propriétaire qui a 700 hectares. Et il se trouve qu'il y a d'autres endroits où il y a des propriétaires privés dans cette réserve et puis dans d'autres réserves en France. Mais là, ça pose problème parce que depuis de nombreuses années, il a la volonté de limiter, voire d'interdire l'accès pour mettre en place d'autres activités, et en particulier une activité de chasse fortement lucrative. On a vu sur cette carte la zone rouge, c'est la zone qui appartient à ce propriétaire, qui est le propriétaire du château du Touvet, qui se situe en bas de cette zone. Il est dans son droit aujourd'hui, un propriétaire même de terrains de montagne pratiqués par des randonneurs, a le droit d'interdire l'accès à son site ? Bien, en fait, il se trouve qu'il y a eu une loi récente qui date du début d'année qui permet effectivement, a priori, d'interdire l'accès à son terrain simplement en mettant des panneaux propriété privée.
alors qu'avant, il fallait que le terrain soit entièrement grillagé. Après, il n'y a pas eu encore le décret d'application de cette loi. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment sur un cas nouveau. Mais ce qu'on a peur aussi, c'est que ce type de cas puisse se reproduire ailleurs si jamais on laisse s'installer en fait un statu quo avec une interdiction. Alors, en plus, sur cette zone qu'on a vue en rouge, donc qui appartient à ce propriétaire qui n'a pas envie de voir trop de monde sur son territoire, il y a des chemins officiels. Et puis, il y en a d'autres qui se sont créés, notamment pour aller voir ce qu'on pourrait appeler la 8e merveille du Dauphiné, qui a été découverte il y a quelques années par Pascal Sombardier, un habitué du massif de Chartreuse. C'est cette arche entièrement naturelle qui trône comme ça au-dessus de la vallée du Grésivaudan, qui n'est pas facile d'accès, mais qui est un but de randonnée évidemment assez exceptionnel. Oui, alors effectivement, c'est une des beautés de cette réserve, même s'il y en a plein d'autres. C'est celle qui a été peut-être un peu trop popularisée. Et c'est vrai que certains disent, oui, il y a trop de fréquentation, et notamment par rapport à cette arche. Après, il faut voir qu'en fait, c'est une fréquentation qui est en vérité très réduite par rapport à d'autres espaces naturels. Et même la réserve et le parc de Chartreuse reconnaissent qu'a priori, il n'y a pas péril en la demeure par rapport au milieu naturel, et que la fréquentation permet de conserver un bon état au niveau de la réserve. Ouais. Je crois que le parc a mis un compteur, ils sont à 800 passages sur une année, donc répartis effectivement sur le nombre de jours, ça reste quelques personnes par jour. Vous y êtes allés tous les deux voir cette arche, Paul? Moi, j'avais vu de loin, à l'époque, la tour Isabelle. Qui s'appelle effectivement la tour Isabelle, qui est le prénom de la femme du propriétaire du site, pour être complet sur cette anecdote. Alors ça, il y a cet enjeu de randonnée, et le propriétaire qui dit, moi, il y a des dégradations avec des randonneurs qui vont un peu n'importe où, et j'ai envie de préserver la nature. Mais derrière, il y a une autre raison, en tout cas qui semble apparaître dans cette pétition, c'est qu'il y a un enjeu de chasse, vous l'avez dit, rémunérée. C'est une de ces activités qui lui permet de vivre à ce propriétaire. Il loue ses terrains pour des chasses privées. Et ça, Pauline, c'est aussi quelque chose qui vous mobilise. Oui, tout à fait. Nous, quand on a vu la pétition, effectivement, tout de suite, ça nous a paru vraiment choquant, parce que justement, comme vous le disiez, sous prétexte en fait de préserver, on empêche aux randonneurs de venir pour préserver la faune et la flore, mais d'un autre côté, en fait, on tire sur des animaux, on met du plomb dans la nature. Donc pour nous, ça semble vraiment absurde et aberrant, d'autant plus que ce type de chasse privée, ce sont des chasses qui sont très lucratives, des vrais business, des gens qui viennent de loin. Parfois, voilà, on peut le voir aussi sur certaines vidéos de Russie ou d'autres pays. Donc finalement, en fait, on est là sur un cas où on a un propriétaire foncier qui met des panneaux non pas pour préserver la faune et la flore, mais finalement pour faire un business et faire une sorte de chasse à huis clos, et personne finalement n'a accès à cette zone, et pour les animaux en tout cas c'est grandement problématique. Alors on les voit, ces images de chasse au chamois. On est à quelques kilomètres à vol d'oiseau de Grenoble, à côté de Saint-Pierre de Chartreuse, en plein hiver. Vous avez tenu, Vincent, à les mettre en ligne sur la pétition pour, j'imagine, marquer les esprits. Oui, c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas compte, si on n'est pas du milieu de la chasse, de ce qui se passe sur cette réserve. Et en plus, là, on voit que c'est des images en plein hiver où ils sont là, nos amis russes. Où la règle générale, normalement, c'est qu'on ne va pas chasser justement quand il y a de la neige, où la faune est beaucoup plus vulnérable. Sachant que les chamois, dans les années 80, ils étaient encore des espèces menacées sur la Chartreuse. Donc, si on continue comme ça, peut-être qu'à terme, on peut se retrouver dans un cas où le chamois disparaît. Alors moi, je les ai vus en regardant cette pétition. J'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'ici, en Chartreuse, on puisse commercialiser comme ça les têtes de chamois. Ça me faisait penser un peu au safari africain. Pauline, pourtant, le propriétaire du terrain dont on parle, il est dans son bon droit. Il peut le faire. Il peut tout à fait le faire, effectivement. Les chasses privées, ça existe en France et pas seulement en Chartreuse. Maintenant,
pour nous, effectivement, en tant qu'association de protection animale, c'est un problème. Après, au niveau du collectif, en tout cas, la question aujourd'hui qui se pose, c'est plutôt celle de l'accès, en tout cas pour les randonneurs, effectivement, peut-être même pour certains chasseurs français, on va dire, d'accéder aussi à ces terrains. Mais c'est vrai que pour nous, ça nous paraît déjà aberrant en tant qu'asso de protection animale. En fait, le simple fait de pouvoir chasser dans une réserve naturelle nous questionne et nous pose problème. Alors, on voit ces images de la faune abondante et variée qui habite ces hauts plateaux de Chartreuse. D'ailleurs, quand on randonne, on peut souvent profiter des chamois ou des bouquetins qui ne sont pas farouches, et heureusement pour les randonneurs. Je ne sais pas si vous fréquentez ce site, Eric ou Karine. Oui, régulièrement, et c'est vrai que les chamois, on les approche sans aucune difficulté. Ouais, sur le sommet de la dent de Crawl. Pas besoin d'avoir un fusil à lunettes pour en toucher un, c'est clair. Donc c'est un peu... Enfin bon, à mon avis, c'est un peu honteux. 10 000 € les 3 jours de chasse, c'est à peu près les chiffres qui ont circulé dans la presse, parce que cette affaire commence à faire un peu de mousse. Donc on comprend pour le propriétaire que c'est très rentable et lucratif, et qu'il ne veut pas lâcher le morceau comme ça, et que les randonneurs peuvent effrayer la faune, effrayer les chasseurs. Il y a eu quelques conflits, Vincent, des frictions entre randonneurs et chasseurs ces derniers temps. Oui, alors ça fait déjà un certain nombre d'années, mais moi personnellement, je n'ai pas été confronté à ça, mais j'ai eu des récits de personnes qui ont raconté des altercations, soit, on va dire, juste des violences verbales, mais aussi parfois, a priori, ça en est venu à des violences physiques. Et il y a eu un certain nombre de plaintes qui ont été déposées sans qu'il y ait eu de suite. Donc ça rajoute en plus un climat de tension sur cette zone. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est aussi qu'il y ait un accès pour tous et qu'il soit apaisé, que voilà, on ne se dise pas oui, non, mais si je vais sur la réserve, qu'est-ce qui va m'arriver. Et donc nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est que il y ait une médiation avec le parc de Chartreuse, parce qu'on pense que c'est son rôle sur le territoire, pour échanger avec les différentes parties et pour pouvoir trouver un fonctionnement qui permette cet accès à tous. Pauline, vous avez la loi contre vous, c'est compliqué, même si j'imagine que l'opinion publique sera plutôt favorable à votre démarche. Oui, tout à fait, mais l'opinion publique, on le voit avec la pétition, là, finalement, en quelques jours... Oui, elle a grimpé. Complètement. Elle a dépassé les 25 000 signatures à l'heure où on enregistre cette émission. Elle va encore monter, j'imagine, après la diffusion. J'espère pour vous. Et ce qu'on espère aussi, c'est que, effectivement, par contre, ça puisse faire un précédent, que cette mobilisation puisse faire un précédent, dans le sens où, comme le disait Vincent, les décrets d'application ne sont pas encore passés, et il nous semble important de se mobiliser aussi sur ce massif-là, parce que dans d'autres réserves, ça peut aussi poser problème. Il peut y avoir aussi ce cas de figure. Et donc, on voudrait éviter de faire un précédent ici. Et avant que le décret passe, finalement, de pouvoir essayer de réviser cette loi. Bon, je ne sais pas si on nous entend en haut lieu, mais en tout cas, les habitants de la région grenobloise, s'ils ont envie de soutenir votre cause, la pétition est encore ouverte. Elle est en ligne sur le site change.org. Oui, voilà, ou sur le site droit à la nature. .org aussi, et sachant qu'on va organiser aussi une grande manifestation le dimanche 15 octobre, voilà, pour vraiment tous les amoureux de la Chartreuse et de la réserve. On les invite à se mobiliser pour soutenir cette cause. Ce sera à quel endroit? Sur le site même, au-dessus du col de Marcieux, qui est le point névralgique de ce problème? Alors, ce n'est pas encore défini. D'accord, donc il faudra être vigilant sur les réseaux. Voilà, il faudra se renseigner, mais aussi, on veut faire ça, bien sûr, en préservant l'environnement. Voilà. Même si on réunit du monde, il faut qu'il y ait des modalités qui soient adaptées. Donc, c'est ça qu'on est en train de réfléchir. Bon, l'affaire n'est pas finie. Merci en tout cas d'avoir apporté cet éclairage. Le château du Touvet, qui est également dans l'actualité de Éric Tassé, dont on va dévoiler dans quelques instants certains de ses châteaux forts. Et ingénieur isérois passionné d'histoire, de littérature aussi, et vous publiez aux éditions TOT, qui est une maison d'édition de l'agglomération grenobloise, ce livre dédié aux châteaux forts du Dauphiné, des châteaux comme on ne les a jamais vus, comme on ne les verra sûrement jamais, puisque la plupart ont été détruits ou sont en ruine. Elle est venue comment, l'idée de ce livre ?
L'idée est assez vieille déjà en fait, parce que j'ai déjà écrit plusieurs livres sur le sujet, mais essentiellement liés à l'Isère. Là, j'ai élargi un petit peu le sujet au Dauphiné. On a beaucoup de châteaux dans la région. On en a eu beaucoup du moins. On avait à peu près 400 châteaux forts en Dauphiné, 150 en Isère. Malheureusement, je pense qu'il en reste 5 à peu près en état. Donc le reste, c'est à l'état de ruine, sous la forêt, au sommet d'une colline, enfin perdu, oublié des gens. Donc j'ai souvent emmené des gens pour visiter ces sites. Et puis je me suis dit un jour qu'une bonne méthode pour leur faire découvrir la chose le plus simplement possible, c'est de redessiner les sites tels qu'ils étaient au Moyen-Âge. Et avec ce livre ou un autre, ils peuvent avoir... ils se munisent d'une boussole, du bouquin, et puis ils vont se promener sur le terrain et ils découvrent justement la forteresse du temps du Moyen-Âge. Alors, il faut être à la fois historien, écrivain, dessinateur aussi pour un peu les deux. Alors, c'est vrai que sur le terrain, il faut d'une part être un peu historien, bien sûr, se renseigner, connaître l'histoire du château, connaître éventuellement les documents qui existent de l'époque. Ensuite, il faut cartographier le site, il faut réaliser une petite maquette de travail qui permettra après de faire une photo de la maquette, puis après un dessin avec une bonne volumétrie, avec une bonne représentation du site à l'époque. On la voit, votre maquette là. Oui, voilà, c'est une maquette très simple. En général, elles sont beaucoup plus complexes. Voilà, je pars de ces maquettes pour avoir une bonne volumétrie, et ensuite, sur le terrain, on peut comme ça se représenter le château à l'époque. Alors des châteaux, effectivement, je ne pensais pas qu'il y en avait autant, mais la plupart sont inconnus du grand public. En tout cas, on ne peut plus les visiter. Alors il y en a un près de chez nous, au pied de la réserve des Hautes-Chartreuses, qui est le château de Montfort, dans la vallée du Grésivaudan. Alors voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. Il reste quelques vestiges, mais c'est dur de se faire une idée de ce que ça pouvait être. D'autant plus que lorsque j'ai fait mon premier plan, c'était il y a 25 ans, et il n'y avait pas le couvert de la végétation qui avait été retiré. Donc à l'époque, j'étais à 4 pattes sous la végétation pour faire mes relevés. Maintenant, on voit le bâti, enfin le restant du bâti. Donc il est assez simple de se représenter le château à son époque. Parfois, c'est plus compliqué. Parfois, il y a moins de vestiges. Parfois, le site est encore plus compliqué d'accès. Donc il faut faire preuve un peu de patience. Et puis la maquette aide beaucoup à restituer les parties du bâti qui sont aujourd'hui absentes. Là, on voit le château de Bressieux, entre Roibon et la Côte-Saint-André. C'était peut-être moins difficile, là, pour le coup, d'imaginer ce que ça pouvait être. Tout à fait. Là, il est simple. C'est vrai qu'il y a quelques parties qui sont enterrées. Il y a des parties de défense avancée que l'on ne voit pas. Elles sont aujourd'hui sous la terre, mais les archéologues les ont exhumées à une époque pour les cartographier, puis après, ils les ont réensevelies pour les protéger. Donc là, elles apparaissent sur le dessin. Donc ce château, effectivement, il est très connu des gens de la région, mais c'est bien des seuls, je dirais, parce que malheureusement, les autres... Vous allez à Sassenage, par exemple, au cœur de Sassenage, il y a un grand château fort en ruine, et je pense qu'il n'y a pas un habitant sur 1000 qui le connaît. Ils vont le découvrir dans ce livre. C'est le but. Je crois que le château de Bressieux avait servi aussi de décor au film Camelot l'an dernier. Alors, ils ne sont pas tous à l'état de ruine. Il y en a, vous l'avez dit, quelques-uns qui existent encore. C'est notamment le cas du château de Virieux, qui lui est en parfait état. Je ne sais pas s'il était comme ça à l'époque, mais ça leur ressemblait à peu près à ça. Pas très différent. Là, il est sous son aspect effectivement Renaissance. Donc là, on peut se représenter la chose. Mais avant d'être un château fort, c'est d'abord une motte casserole, un château fort en bois du XIe siècle, que l'on a après donc, doté de courtines et de tours en pierre. Bon, aujourd'hui, c'est l'aspect Renaissance. Mais effectivement, l'essentiel du bâti est conservé. C'est un des rares. Qui reste habité, je crois, une partie de l'année et qui peut se visiter par le public. Et il y a une part d'imagination dans les dessins que vous avez faits. Alors pour Virieux, on va dire que non, mais quand il ne reste pas grand-chose... Alors on a de la chance pour certains de ces châteaux, lorsqu'ils appartenaient au dauphin, donc pendant le Moyen-Âge, le dauphin, lorsqu'il a voulu vendre son état au roi de France, il a fait un état des lieux de tous ses biens, y compris ses châteaux forts. Donc là, on a une description de tous ces châteaux forts, il y en avait 39, avec tout, la hauteur des murailles, l'épaisseur des murailles, le nombre de tours, leur hauteur, etc. Donc c'est vraiment une aide. Mais effectivement, malheureusement, pour tous les autres, souvent, il faut faire un peu appel à l'imagination. Mais bon, grosso modo, une muraille, elle allait de 6 à 14 mètres de hauteur. Les épaisseurs étaient à peu près standards. Donc, lorsqu'on a un peu l'habitude, après, on peut restituer assez facilement le bâti. Bon, on l'a dit, dans ces 100 châteaux, il y en a un dont on a parlé en début d'émission, le château du Touvet. En tout cas, on a parlé de son propriétaire et de ses terres. Mais ça reste effectivement un des plus beaux châteaux de la région. Un des fleurons de la région. Alors là, concrètement, le château Renaissance, il occupe l'emplacement du bâti médiéval. Donc le château médiéval avait vraiment cette dimension-là. Bon, ça a été transformé depuis, mais vraiment, on voit l'emplacement. Par contre, bien sûr qu'il a changé d'aspect.
Oui, là on est plus sur le Complètement. Moyen-Âge, on est effectivement plutôt sur le XVIIe ou XVIIIe siècle. Moi j'ai découvert effectivement qu'il y avait des villes de l'agglomération qui avaient à l'époque eu leur château fort. J'en ai compilé quelques-uns. Ça c'est le Fontanil-Cornillon. Sur le rocher, oui, qui domine la vallée. Voilà, le suivant, c'est Domène, qui avait aussi son château fort il y a quelques siècles. Tout à fait, qui était une motte castrale qui est devenue après un château fort. On l'appelle château vieux à Domène parce qu'en fait ça vient de château vert, pardon, et ça vient de château vieux. Voilà, château vieux, ça voulait dire en fait c'est un château fabriqué après une motte castrale. En général, c'est la terminologie adaptée. Là c'est celui de Montbonneau. Montbonneau qui était une très grande forteresse. Il n'en reste pas grand-chose. Hein. La mairie de Montbonneau aujourd'hui donc, occupe une ancienne maison forte sur le rocher, mais ouais, malheureusement le reste a disparu. Là, c'est assez connu, c'est la tour sans venin, qui n'est pas qu'une tour à pariser, mais qui est bien le cœur d'un ancien château fort. Je l'ai mis en dernier parce que c'est là où il y a les émetteurs de Télé-Grenoble qui permet à la chaîne de diffuser ces programmes sur toute la région. Donc c'est important que le site soit préservé. Alors à chaque dessin, vous racontez aussi un peu l'histoire du château, son évolution au fil des siècles. Bien sûr. Donc très souvent, alors il y a deux types de châteaux en vérité. Il y a les châteaux qui sont des châteaux de famille. Typiquement Virieux, par exemple, c'est la famille de Virieux qui a fait un premier château fort en bois, puis en pierre. Donc là, c'est vraiment un château familial. Après, il y a les châteaux qui sont plus des forteresses. Si vous allez à Voiron, par exemple, les gens l'ignorent en général, mais il y a un château fort au cœur de Voiron. Lui, par contre, c'était une forteresse fabriquée par le comte de Savoie pour surveiller la frontière face au Dauphiné. C'est celui-là, à Voiron, je crois. C'est ça, oui. Donc voilà, il y a deux types de châteaux, mais effectivement, en général, c'est avant tout des demeures seigneuriales. Mais parfois, ce ne sont que des places fortes avec une garnison en face. Là, c'est Vorep, donc qui domine toujours l'agglomération de Vorep. Il n'en reste pas grand-chose. Ah, il y en a encore deux dans cette petite sélection. Il y a la Buissière, je crois. Alors la Buissière, c'était vraiment un grand château, par contre, bien pour surveiller la vallée du Grésivaudan face à l'ennemi savoyard. Donc lui, c'est vraiment la forteresse. Malgré tout, le dauphin et sa famille y ont résidé souvent. Et puis ça, c'est la terrasse. La terrasse, effectivement, un grand château fort également, purement militaire celui-ci. Voilà. Bon, vous avez beaucoup de crayons quand même pour redessiner tous ces monuments, tous ces détails. J'en ai fait quelques centaines, donc c'est vrai que à force. C'est votre côté ingénieur là qui rentre en. Oui, non. En ligne de compte, non. C'est une passion, ça, le dessin, de tout temps. Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé l'initiative intéressante parce que, comme vous le dites, ça fait des idées de balade et puis ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur le patrimoine de notre région. Alors j'ai pris les châteaux isérois, vous avez dit, le Dauphiné c'est un peu plus large. Il y en a 100, vous auriez pu en mettre d'autres? Beaucoup plus, bien sûr. Alors il y en a 104 dans ce livre-là, mais par exemple, il y a donc, ceux qui sont en ruine, donc ça mérite d'avoir effectivement un dessin pour les comprendre, mais il y a également ceux qui sont toujours en état, comme le Touvet, Visil par exemple. Visil, avant d'être un grand château Renaissance, était un château fort. Donc le fait d'avoir un dessin, ça permet aussi de se le représenter au Moyen-Âge. Vous n'avez pas, oui pas mis le château de Bourpeau à Jarry D'abord, c'est pas un château. Ah, c'est pour ça. C'est une maison forte. Ah, j'avais pas fait la distinction. En voyant les images, je m'étais dit... bon. Une maison forte peut être aussi volumineuse, voire impressionnante qu'un château fort. La différence, elle est purement administrative. Un château fort, c'est là où vit le seigneur qui rend la justice. La maison forte, c'est par exemple la résidence d'un chevalier ou d'une personne qui a un peu d'argent. Bon, ce sera peut-être pour le tome 2, s'il y a encore Oui, matière. mais j'avais écrit avant un livre sur les châteaux de la région, sur l'Isère uniquement, avec 800 sites décrits. Là, c'est plus grand public, mais là, c'est plus pour se promener. Voilà, c'est des idées de balade simples dans la région. Bon, Château du Dauphiné d'Éric Tassé, c'est aux éditions Toth. On peut le trouver facilement, cet ouvrage? Et si on ne le trouve pas, de toutes les façons, on peut le commander dans n'importe quelle librairie. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a votre site internet aussi bien sûr. Qui le référence. L'adresse va s'afficher, mais je crois qu'elle est assez simple. C'est Éric-Tassé.com. Voilà, elle s'affiche. Et puis, donc, j'ai compris que le château, c'est quand le seigneur rend la justice. Donc, on espère que dans l'affaire du château du Touvet, la justice ira dans le sens de l'histoire et pas revenir en arrière au privilège du Moyen-Âge. Merci. On va passer à Karine. Je sens qu'elle est impatiente de prendre la parole. On va inaugurer une rubrique d'écho dans Si on parlait. C'est un thème qui se marie très bien avec la télévision. Depuis plusieurs années, les émissions de télé des grandes chaînes investissent le genre. C'est Valérie Damido, la papesse, qui a un peu lancé, qui a lancé ce style-là. Karine, alors je ne vais pas vous comparer à Valérie Damido, vous êtes designer d'intérieur, ça se dit au masculin. Le fait d'ailleurs que la
déco passe à la télé, ça a boosté une activité comme la vôtre ces dernières années? Ça amène des clients vers des professionnels comme vous? Oui, le fait que ça soit démocratisé auprès de la télévision avec toutes les émissions qui sont sorties, je pense que ça a engagé les clients à faire appel de plus en plus à des professionnels de la décoration d'intérieur. Comment vous trouvez la décoration du plateau de télé Grenoble? Très bien. Très bien. Oh, vous pouvez critiquer, hein, on a des petits moyens. On fait avec, Non, j'ai aucun point négatif à apporter. Bon, ça va. Designer d'intérieur, ça consiste en quoi votre activité? Alors, le métier de designer d'intérieur, ça consiste à apporter en fait un aménagement d'intérieur global. On va travailler sur l'esthétique et sur le fonctionnel. Donc, on ne va pas toucher la structure. Là, on travaille avec des archis. Donc, on va apporter une sélection de matériaux de sol, de revêtements muraux, des palettes de couleurs. On va choisir le mobilier, les luminaires. On va travailler sur l'agencement de la pièce, sur la luminosité. Voilà, on va prendre en compte beaucoup de critères et surtout les besoins du client. On ne fait pas tomber les murs, c'est pas du gros œuvre? Alors, ça peut arriver moi, quand j'ai des projets de rénovation complets, généralement, je collabore avec des archis si on me demande de décloisonner ou de changer de fonction une pièce, de basculer, par exemple, une salle de bain dans une pièce de vie ou vice-versa. Là, je collabore avec des archis, mais sinon, quand il n'y a pas de décloisonnement prévu, je travaille toute seule sur les projets. Bon. Alors, vous allez nous parler des tendances du moment. Moi, je découvre ce milieu. Alors, je pense que, comme tout le monde, je suis sensible aux intérieurs. J'ai envie de me sentir bien chez moi ou quand je visite d'autres espaces. Mais on ne se projette pas forcément avec un œil avisé. Il y a des styles comme dans la mode vestimentaire. Il y a des tendances. Effectivement, je pense qu'en fait, c'est assez similaire de toute manière. Les archis d'intérieur, les designs d'intérieur s'inspirent en fait de la haute couture, de la mode. Donc ça va être sur les palettes couleurs, généralement les palettes couleurs qui sont tendance pour l'année 2023, maintenant l'année 2024, va être identique en termes de tendance en décoration d'intérieur. Après, bien sûr, on n'est pas forcément sur les mêmes matières, mais on va beaucoup s'inspirer en tout cas des tendances en haute couture, mode. D'accord, c'est la haute couture qui inspire les designers d'intérieur, et pas l'inverse. Je pense. Ouais, bon. Je pense. Alors là, ils ont le privilège d'être établis un peu partout, d'avoir beaucoup de vitrines. Il y a des styles aussi, on peut aménager son intérieur de différentes façons. Oui, de différentes façons. Après, il existe beaucoup de styles. Alors moi, généralement, je n'ai pas un style précis parce que le projet que je vais apporter à mon client, quand ça concerne le particulier, faut que ça corresponde à son identité. Donc, selon ses besoins, selon son mode de vie, selon son budget, ça va être vraiment... c'est l'identité de mon client qui va s'inscrire dans l'intérieur même. Donc c'est lui qui va vous inspirer éventuellement Alors, c'est pas lui qui va m'inspirer, mais je veux dire, je vais prendre en compte en tout cas ses critères. Voilà. Je n'ai pas carte blanche pour tous les projets. Alors là, on voit un style minimaliste, très épuré, c'est ça? Voilà, alors le style minimaliste, comme il porte bien son nom, c'est le minimum à l'intérieur. Donc on va apporter vraiment l'essentiel, désencombrer. On va utiliser des matériaux bruts comme le béton. On a un mur en béton. Là, on a une salle de bain en béton ciré. On va utiliser des matériaux nobles. On a le marbre. Le bois, voilà. On va utiliser des matières aussi naturelles au niveau du mobilier, de la laine bouclée, on a vu aussi. Voilà, le lin au niveau des rideaux. On va aussi utiliser une palette de couleurs très naturelle, donc ça va être les beiges, les blancs cassés, les gris. Et dans le style minimaliste, on a bien apporté du contraste avec du noir. Voilà. Et Eric, les châteaux du Moyen-Âge, ils étaient de quel style en intérieur? Parce qu'on a vu l'extérieur, mais minimaliste. En sachant que les seigneurs, alors que c'était des grands seigneurs, ils circulaient d'un château à l'autre, ils emmenaient leur malle avec eux, leurs affaires avec eux, et leur tenture qu'ils mettaient dans leur château pour le rendre plus sympathique. Voilà. Et leur designer d'intérieur, effectivement, leur conseillait le type de rideau à mettre. Mais non, c'était vraiment très minimaliste. Là, on voit quelques images de l'intérieur du château de Virieu, je crois, celui-là, ouais, ça doit être Virieu, qui doit être de différentes époques. Je pense qu'aujourd'hui, quand on fait visiter
un château, on essaye de remplir les pièces. Alors dans un autre style, c'est le cas de le dire, Karine, on peut avoir des envies plus audacieuses. Hein. Voilà, alors là on est à l'opposé, voilà, là on ose tous les matériaux, les couleurs vives, les différents motifs, voilà, là on voit des sièges avec des motifs léopards, un bleu canard, là en fait on casse les codes. Voilà, là, on ose tout, on mélange les styles, les couleurs. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le style audacieux. Voilà, il y a un côté décalé. Voilà, ça, c'est un style qui est... Les clients vous font confiance, par exemple, vous donnent carte blanche et... Alors, je vous avoue qu'on me demande très peu le style audacieux, parce que c'est moi qui les pousse à oser. Parce qu'il faut savoir que je suis aussi beaucoup dans la couleur. Donc, c'est vrai que souvent, voilà, je les accompagne, je les pousse à apporter quand même des touches de couleur dans les accessoires, s'ils ne veulent pas peindre un mur je ne sais pas, je vous donne un exemple, en bleu canard, par exemple, violet. Bon, ce n'est pas une couleur qui est souvent préconisée, mais voilà, en tout cas, je les accompagne et je les pousse à oser. Voilà. Autre style dans la tendance des décos, oui. art déco. Ouais. Alors, art déco, on a aussi les matières naturelles, parce que là, on a 2 têtes de lit, on a une en canage, une en bois. Il y a les arches qu'on retrouve beaucoup dans ce style, les formes géométriques, le marbre, des magnifiques verrières en bois aussi. Voilà, là, on est vraiment dans le style pur art déco. Au niveau des teintes, on va être sur des teintes très fortes, très soutenues, dans les bruns, dans les bleus, dans les verts foncés. Et au niveau des matières, on va retrouver beaucoup de velours. Voilà. Bon, moi, je suis plutôt audacieux dans ce qu'on a vu. Un dernier qui reboucle un peu avec le premier oui, c'est vrai minimaliste. que dans le style organique, on retrouve un peu des codes qui sont nommés dans le code minimaliste. Là, ça va être vraiment le naturel. Donc, on va privilégier les fibres en termes de suspension. Au niveau des objets, on va avoir des vases en céramique, toujours du lin, du bois, des formes très arrondies, même au niveau des niches. Voilà, là, c'est l'artisanat, le fait main. C'est vraiment tout ce qui est anti-artificiel. Bon, ça donne envie. On voit des appartements décorés comme ça. Il faut un peu d'argent, un peu de budget quand même pour faire appel à ce type d'aménagement. Alors après, moi, je m'adapte à tous les budgets. Après, une personne qui n'a pas forcément un gros budget, on va partir sur des pièces, on va dire, standards, et on peut ajouter des petites pièces de designer en parcimonie, voilà, pour un peu se différencier, on va dire, mais tout est possible. Bon, vous avez un cabinet, vous l'avez dit, à Mélan, oui. Au pied de la Chartreuse, donc avec un site internet. Alors, vous avez copié Eric, à moins que ce soit Eric qui ait copié le vôtre, mais c'est inspiré l'un et l'autre. C'est carinemastrodonato.com, il vient de s'afficher. Merci. Moi, effectivement, je suis un béotien en décoration, donc j'écouterai vos conseils avec attention. Karine, je rappelle aussi le livre d'Éric Châteaufort du Dauphiné, et puis on termine avec nos bons plans. Alors, on commence avec Eric qui quitte le Moyen-Âge pour nous emmener au pied du Vercors. Alors on quitte un peu le Moyen-Âge. Donc seulement. au pied du Vercors, effectivement, dans un jardin un peu spécial, qui est à côté justement d'un château fort, un très beau château fort qu'on ne visite pas malheureusement, au bord de l'Isère. Donc c'est dans la commune de la Saône, pas très loin de Saint-Marcelin, donc à environ 50 km de Grenoble. Ce jardin s'appelle le jardin des fontaines pétrifiantes. Alors pourquoi pétrifiantes? Parce qu'en fait, il est alimenté par une quinzaine de sources très riches en calcite. Et cette calcite se dépose automatiquement sur tout ce qu'elle rencontre, donc la végétation, le bois, la pierre, et recouvre donc intégralement, donc pétrifie le site d'une façon assez remarquable. Et donc ça donne un côté très magique, très, très exotique à ces cours d'eau, à cette belle cascade aussi qu'on voit sur les images. Le jardin également est très beau. Il a été vraiment organisé d'une façon assez magique, pleine de poésie, de recoins un peu secrets. Enfin, c'est vraiment un bel endroit à découvrir en particulier quand il fait très chaud, il est très frais, c'est super agréable.
Et il n'est pas très loin en plus d'un château fort qui s'appelle Beauvoir-en-Royan, donc un grand château fort. On retombe sur... Il faut, c'est normal. Écoutez, donc on peut faire les deux visites à la suite. Et Beauvoir-en-Royan, donc un château fort qui appartenait à Humbert II, donc Humbert II, je vais y arriver, donc un dauphin, le dernier dauphin de notre histoire du Dauphiné, qui a vendu ensuite le pays à la France. Eh ben, merci Eric pour ce bon plan. Vincent et Pauline qui représentent le collectif Chartreuse. Au hasard, je suis sûr que vous allez nous donner un bon plan en lien avec ce massif. Oui, c'est vrai qu'on s'est dit quand même, ce serait dommage d'aller ailleurs, mais ce qu'on propose en fait, c'est une randonnée donc, qui part de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Donc pour accéder à Saint-Pierre-de-Chartreuse, on vous propose de prendre le bus depuis Grenoble. Voilà, c'est un bus régulier car région de la ligne T40. Et donc vous arrivez à Saint-Pierre-de-Chartreuse, où vous avez d'ailleurs le siège du parc naturel. Et on vous propose de démarrer votre randonnée pour rejoindre la réserve. Donc déjà en dehors de la réserve, vous avez des beaux sentiers qui parcourent la forêt pour aller sur le col de Belfond. Et là, moi je vous conseillerais de faire un petit crochet quand même par les Lances de Malissard, donc qui est quand même un des sommets à découvrir de Chartreuse, même s'il faut avoir un peu le pied montagnard sur la fin. Et après, vous pouvez poursuivre en fait dans le vallon de Marcieux et redescendre sur le col de Marcieux. Donc ça, c'est une randonnée qu'on peut faire actuellement si on ne croise pas des personnes qui nous interdisent de passer. Voilà, l'équipe du propriétaire du château du Touvet. Vous l'avez issu de ce magazine, un carnet d'aventure, et on a vu quelques photos aussi où on peut bivouaquer dans la réserve. Si on démonte les tentes le matin, c'est encore autorisé. Voilà, si on applique les bonnes pratiques, il n'y a pas de problème. On peut le faire, sachant que le bivouac avec une tente est interdit maintenant en juillet-août, mais sur les autres périodes, c'est possible. Bon, ça tombe bien pour l'automne. Et puis, on peut revenir en bus du col de Marcieux, c'est la ligne T85. Voilà. Karine, pour finir, on reste en Chartreuse. Eh ben oui, on reste moins sportif après avoir fait de la randonnée. Voilà, c'est ça. Après une petite randonnée, on va dire, j'aime bien faire une pause gourmande au Café de la Place, donc ça s'appelle en Chartreuse, où ils proposent un vaste choix, surtout en sucré. Donc on adore la tarte aux myrtilles, les coupes glacées, les crêpes au chocolat, personnellement pour moi. Donc c'est vrai que c'est un lieu que j'affectionne beaucoup parce que j'adore aller au Sapé en Chartreuse l'été, au début de l'automne, voilà. Et puis voilà, se poser sur une terrasse ombragée, c'est toujours agréable. Elle avait l'air bonne, la tarte aux myrtilles, effectivement. Je vous confirme. Bon, on vous fait confiance. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus nous parler de vos actualités différentes. On se retrouve très vite avec d'autres invités. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trinière Résidence.